Parlez-moi d'amour. Podcast. Salut les chatons, moi c'est Claire, la trentaine, coach et un peu sorcière. Et il faut bien dire que ni le développement personnel, ni les potions magiques n'ont répondu à une question: être en couple ou pas? Et si oui, comment? À force de retourner le sujet dans tous les sens, j'ai décidé d'aller sur le terrain, interroger des vrais gens de la vraie vie, avec une phrase toute simple: parlez-moi d'amour. Épisode 3, Burnout sentimental et amour conscient, avec Laura Pinson. Salut Laura! Salut Claire. Je suis ravie de t'accueillir pour ce 3e épisode de Parlez-moi d'amour. Et déjà, on va peut-être commencer par que tu te présentes et que tu nous racontes un peu qui tu es, ce que tu fais et surtout d'où tu nous parles. Yes, je vous parle depuis Santa Barbara en Californie. Je suis Laura Pinson, je suis love coach, ce qui sonne vachement mieux que coach en relation amoureuse. Et j'accompagne les femmes qui sont en quête amoureuse et je les aide à retrouver les ressources, les pouvoirs dont elles ont besoin pour choisir et réussir leur couple de façon alignée et apaisée. Et je me suis retrouvée à faire ça parce que j'ai moi-même été pas très alignée et pas très apaisée pendant très très longtemps dans ma vie amoureuse. Et j'ai atteint un point de burn-out sentimental où je me suis dit, il faut que j'arrête de le faire à l'aveugle. Faut que j'apprenne, que je comprenne ce qui se passe, pourquoi c'est si difficile et est-ce qu'il existe des outils et des solutions pour que ça devienne plus facile. La réponse est oui. J'ai trouvé ces outils-là à la fois dans le tantra, dans la psychologie intégrative, psychocorporelle et tout un cheminement. Et, euh, et c'est ça que j'essaie d'apporter avec cette conviction d'un besoin d'ancrage spirituel et corporel. Pour les femmes notamment, on a un peu perdu ça et c'est pour moi un peu la clé pour dépasser les pièges de la relation amoureuse. Voilà. Ok, super. Alors oui, c'est vrai que donc moi ce que j'ai voulu t'interviewer et puis t'inviter pour ce podcast, c'est que du coup tu as un groupe sur Facebook où tu partages pas mal de vidéos, de phrases, de contenus inspirantes justement pour des femmes qui aimeraient réfléchir un peu sur leur rapport à la relation amoureuse, qu'elles soient en relation ou pas d'ailleurs. Et je me souviens d'être tombée sur une phrase où tu expliquais en gros, hein, je le fais en substance et puis tu vas nous en dire plus, euh, que si vous n'êtes pas satisfaite dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous soyez en relation ou non, c'était une sorte d'invitation à embrasser ce qui était en disant voilà, même si ça ne vous satisfait pas, en fait, ça vous apprend ce dont vous avez besoin et vous apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre pour le jour J, le jour où on rencontrera quelqu'un avec qui il y aura le déclic, ça pourra fonctionner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, déjà sur le coup, m'a énormément soulagée. Hein, ce que tu racontes sur le burn-out sentimental, hein, je crois qu'on est nombreux à savoir de quoi tu parles. Et j'aurais aimé que tu nous en parles un peu plus sur cette idée de comment ça, si je suis pas satisfaite, j'embrasse ma situation. C'est quoi ce concept? Comment ça? Il y a effectivement quelque chose de contre-intuitif, mais beaucoup des solutions que j'ai trouvées sont contre-intuitives en fait pour réussir en amour. Euh, et c'est un peu l'idée d'appliquer le growth mindset à la relation amoureuse, c'est-à-dire cette idée qu'on est work in progress euh, et que on n'est pas là forcément pour être heureux, on est là pour grandir. Et moi, c'est le gros virage que j'ai pris et qui a tout changé. Euh, c'est de me dire, au lieu d'avoir toutes ces attentes impossibles,
du couple parfait et de faut absolument que je réussisse ma vie, que je sois super heureuse et même que je sois plus heureuse que les autres, parce qu'il y a de ça aussi, et gratification immédiate et toutes ces attentes-là qui viennent de l'ego, en fait. Hein. C'est comment est-ce que je crée mon identité pour réussir dans la société. C'est un puissant fond. Et du coup, on perd à tous les coups quand on est dans cet objectif-là. Donc, si tu es en mode, je compare ce que je suis en train de vivre à cet idéal construit à partir d'injonctions sociales et culturelles, c'est la recette pour le désastre. Ce que tu peux faire à la place, et ce qui te fait gagner à tous les coups, c'est de te dire, bah, je suis là pour apprendre. Donc là, dans la situation que je suis en train de vivre là tout de suite, ok, elle me satisfait pas, mais qu'est-ce que je peux en tirer pour grandir en conscience, en amour, en bienveillance, en intelligence émotionnelle, etc. Avec cette idée que on apporte des pierres comme ça à l'édifice du prochain couple et que le couple réussit, il est réussi à cause de tous les échecs qu'il y a eu avant et qui nous ont amenés là où on est. Et que c'est... Dans cette vidéo-là, il y avait aussi l'idée qu'on n'a pas une seule âme sœur et que dans la société d'aujourd'hui, une vie amoureuse, c'est fait d'une collection de plein d'histoires d'amour. Et que c'est ok. Voilà. Et le but du couple lui-même, c'est aussi un espace où on apprend à grandir en conscience et à guérir ensemble. Et c'est pas forcément un espace où on passe des journées parfaites. C'est aussi un espace de croissance. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, j'entends l'idée de se détacher d'un espèce d'idéal, d'une construction qu'on se serait faite de c'est quoi pour moi le couple parfait, c'est quoi pour moi le partenaire idéal, c'est quoi pour moi une relation de couple. Alors c'est super parce que c'est complètement l'inverse de tout ce que je fais, donc trop bien. Mais il y a un endroit où ça m'interroge parce que j'ai quand même l'impression que, notamment en développement personnel et encore plus en spiritualité, on te dit quand même beaucoup que c'est important de savoir ce que tu veux, de poser des intentions, de poser des limites, de dessiner ta vision pour savoir ce que tu veux. Donc là, ça va à l'inverse de ce que tu dis. Donc comment t'expliques ça? Ça va pas à l'inverse en fait. Et dans le travail que je fais, on commence toujours effectivement par poser des intentions et par construire une vision. Mais la question c'est comment tu les poses ces intentions et qui en toi les pose. Et est-ce que ça vient de ton ego ou est-ce que ça vient de ton higher self Ton et toi est-ce que tu supérieur, fais voilà ton soi je- supérieur? voilà, je fais des Oui, petites traductions pour les fais des non-anglophones. traductions. Est-ce que c'est une liste de critères infinis qui vont en fait te limiter? Parce que moi souvent j'ai des femmes qui viennent avec 100 critères de ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent pas, et donc évidemment que c'est limitant. Ou est-ce que tu viens avec l'intention de quelque chose que tu souhaites ressentir? Et c'est complètement différent parce que ça du coup ça t'énergise et ça t'as le contrôle dessus en plus de comment tu vas te sentir. Donc c'est oui, avoir une vision, avoir des limites, ça c'est super important pour pas se retrouver dans des situations qui sont vraiment trop douloureuses. Avoir une vision, mais cette vision-là, qu'elle soit faite de ce qu'on a envie de vivre et d'avoir envie de grandir, et non pas d'une liste de critères de il faut qu'il fasse 1,80 m et qu'il gagne tant par mois. Enfin voilà. Donc oui aux intentions, mais comment les poser? Qui en nous les pose? Et est-ce que ce sont vraiment les nôtres? Parce que au début, c'est beaucoup les injonctions qu'on a intériorisées, qui sont celles de la société, de la famille. Alors, ce que tu m'avais raconté un peu là quand on a fait le petit rendez-vous de préparation, c'était cette double résistance là où tu m'as vendu du rêve, d'être à la fois en résistance avec le couple et à la fois avec la résistance avec la rupture. Ça m'a l'air merveilleux comme concept, tu peux nous raconter un peu? Ah, mais c'est bien, ça nous donne la marge d'évolution possible, tu vois. On se dit, bon, ok, tout n'est pas perdu. Oui, moi, c'est là où je me suis retrouvée coincée pendant 20 ans quasiment. C'était dans toutes les relations, c'était la même chose. C'est que donc j'étais en résistance contre ce qui se passait dans la relation parce que ça correspondait pas à mes attentes. Et en même temps, je résistais à l'idée de la rupture parce que mon attente c'était d'être en couple. Donc t'es complètement coincé.
à cet endroit-là. Et comment tu sors de cette double résistance? Bah, c'est par une double acceptation. Donc c'est à la fois, et ça c'est super clé, c'est d'accepter la possibilité de perdre l'autre et d'avoir cette sécurité intérieure où tu dis que c'est ok si la relation se termine. Parce que la relation qui compte le plus, c'est la relation que tu as avec toi-même, et celle-là, elle se termine pas. Et d'être aussi en acceptation de ce qui se passe dans le couple, et dire ok, est-ce que je suis à quelque chose que je peux changer en moi pour que ça devienne vivable? Qu'est-ce qui en moi crée le problème aussi? Et ça, c'est comment est-ce que tu passes de victime, en gros, à co-créateur de ton expérience. Et comment est-ce que tu passes de je suis juste avec toutes mes défenses activées, la fuite, l'attaque, la paralysie, et je baigne là-dedans, ou est-ce que j'ai les outils pour me sortir de cette activation de mon système nerveux et regarder ce qui se passe vraiment et faire évoluer ce qui se passe. Donc ça, c'est comment tu passes en mode conscient au lieu d'être en mode réaction. Mais alors, quand tu parles de passer en mode conscient, je sens bien que dans ce que tu dis, quand tu dis conscient, c'est pas contrôle et analyse permanente. Parce qu'on pourrait penser à ça, que c'est conscient, genre en mode ok, j'observe ce qui se passe, avec cette idée de j'analyse, je décortique. Mais je sens que c'est pas ça que tu dis. Alors explique-nous. Oui, et ça c'est effectivement un piège dans lequel tombent particulièrement les femmes qui sont déjà en développement personnel, qui ont fait de la thérapie, etc. C'est que l'obsession de trouver la cause nous amène à tourner en rond. Parce qu'il y a une tonne de raisons pour lesquelles on va être hyper activé dans notre relation intime. Parce que le couple réactive, appuie sur les boutons les plus sensibles, et je crois on avait parlé un petit peu hier de la pléthore de causes possibles. Alors généralement, on a conscience de ce qui s'est passé dans les relations précédentes avec les ex et de comment ça peut se rejouer, mais en fait ça vient de ce qui a pu se passer dans l'adolescence et dans l'enfance. Alors on pense à la relation au père, à la mère, il y a aussi la relation entre le père et la mère qui vient jouer, il y a aussi des choses qui se jouent avec la fratrie. Moi je vois des femmes qui rejouent des choses qu'elles ont fait avec leurs frères dans la façon de se critiquer, de se provoquer, etc. Il y a tout ce qui s'est passé dans la conception, la grossesse, comment on a pris soin de toi en tant que nourrisson. Et puis après, on peut même aller dans le transgénérationnel. Tu as des femmes qui se traînent des choses de leur grand-mère, arrière-grand-mère, des lignées, et puis tout ce qui relève de l'inconscient collectif, voire même des vies antérieures. Donc il y a un moment, si tu essaies de remonter toutes les racines, tu passes ta vie. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que quelle que soit la racine que tu remontes, de toute façon, ça se résout de la même façon. L'outil de guérison est le même, et l'outil de guérison, il se déploie dans le présent. Il se déploie dans la relation à soi et dans la relation à l'autre. Et concrètement, c'est avoir des outils pour faire fondre les cuirasses dans l'instant. Et les cuirasses qui se présentent là tout de suite maintenant. Pas toutes. L'idée, c'est pas de tout guérir et d'avoir tout réglé et d'attendre d'être prête pour se lancer. Il y a un moment, il y a un espèce de minimum de sécurité intérieure à avoir. Mais une fois que ce minimum est là, faut y aller. Faut aller se frotter aux difficultés et considérer différemment les difficultés dans le couple, non pas en c'est l'enfer, en fait ça marche pas, c'est pas le bon, faut que je m'en aide. Ah, génial, il y a un truc qui est en train de remonter à la surface là, et on va le regarder ensemble pour que ça se représente plus après. Est-ce que ça fait sens? Ouais, complètement. Puis surtout, cette notion, puis c'est vrai qu'en coaching, j'ai beaucoup aussi ce discours-là de je veux attendre d'être prête. Donc je sens que j'ai des trucs à guérir avant de... Ce qui est complètement audible, hein, parce que parfois on se rend compte qu'il y a des choses au niveau de l'estime de soi, de la capacité à poser des limites, où en effet, pour rentrer dans une relation saine et qui soit pas pathologique, il y a effectivement des choses potentiellement à régler, parce que sinon il y a des risques plus grands de se retrouver effectivement dans des relations douloureuses. Mais c'est vrai que parfois ça vire au il faut que j'ai tout réglé, il faut que j'ai tout compris, sinon je ne serai pas viable en couple, et qui je pense se retrouve aussi au moment des envies de parentalité, et ça on l'entend beaucoup, presque, enfin j'ai l'impression de l'entendre plus chez les hommes là pour le coup, non mais je suis pas prêt
à être père, je sens que j'ai besoin de comprendre des trucs sur moi, je sens que j'ai besoin de régler des trucs en moi avant d'eux. Et c'est vrai que cette notion de se dire, non mais en fait les problèmes ils se gèrent et ils se guérissent dans l'instant, ça c'est vrai que c'est une perspective qui je trouve, bah, déjà m'enlève une anxiété, enfin une Hmm. anxiété et une volonté de contrôle de se dire, ok, bah en fait juste j'y vais. Voilà, Et, et on va faire j'y face vais ensemble quoi. et on va faire avec. Et l'idée, voilà, c'est pas de tout guérir avant, c'est de s'outiller pour pouvoir se guérir au fur et à mesure pendant. Parce que c'est un processus infini. Donc, je vois vraiment, c'est comment est-ce que je m'équipe pour pouvoir faire face quand ça remonte, quand les Mm. problèmes sont là. Et je pense que ça, c'est justement quelque chose qui pose problème, qui pose, alors, je sais pas comment, j'ai pas envie de dire problème, mais qui pose challenge, ou en tout cas question, notamment quand t'es pas encore en relation et que t'envisages le truc, et tu te dis, bon bah ok, c'est super, imaginons je rencontre quelqu'un, ça se passe hyper bien, c'est l'explosion, c'est la folie, cette fameuse phase de New Relationship Energy, donc cette folie, cette passion du début, et le moment où ça retombe. Et genre, Hmm. justement, bah, qu'est-ce que tu fais quand ça retombe? Comment tu fais quand ça retombe? Et, euh, et justement, comment t'affrontes ces premiers bugs, ces premiers différends pour justement pas faire ce que justement tu décrivais, ah non, 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 mais pas du tout, ça va pas, du coup, c'est pas le bon et je me casse. Parce que malheureusement, je crois Voilà. que c'est un système qui se répète, du coup. Si tu réagis comme ça. La première chose à faire, c'est de normaliser la déception. C'est de se dire que même avec l'homme de ta vie, tu vas être déçu, tu vas te prendre le chou, et c'est normal. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et donc quand ça arrive, c'est pas de panique, c'est ah ok, ça y est, tout arrive comme prévu, tout va bien. Et il y a des cycles. En plus, dans toute relation, il y a des cycles où ça monte, ça redescend. Donc en fait, c'est de pas se faire avoir en fin de cycle et de se dire il y a la possibilité d'un autre cycle derrière. Ça, c'est Euh, hyper intéressant parce que ça rebondit vachement bien avec ce que disaient Laura et Fabrice dans l'épisode 2. Parce que j'ai eu des questions hmm, justement de gens qui m'ont dit, bon bah super, ok, à un moment dans l'interview, ils citent la mort d'un couple, mais ils disent pas comment est-ce qu'on ressuscite le nouveau couple. Donc ça, voilà, c'est intéressant de voir, ok, c'est comment est-ce qu'on gère cette fin de cycle. comment est-ce qu'on gère la fin de cycle? Le mot qui me vient, c'est curiosité. Curiosité et bienveillance. Et ok, donc un des outils que j'utilise le plus et qui est peut-être le plus concret, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu es en souffrance? Parce que c'est ça qui se passe, c'est que la souffrance, elle s'inscrit dans le corps. Elle est inacceptable. Donc il y a un moment pour passer cette transition, faut accepter l'inacceptable. T'es obligé de passer à cet endroit-là et, et de le faire dans le corps d'abord. Donc quand t'es dans ce moment précis de tension, de contraction, où tu sens la douleur physiquement, c'est là que tu commences par diriger ta curiosité sur ton corps, sur comment est-ce que c'est dans moi. Et ce qui est une technique assez classique en psychocorporel, tu vois. Mhm. Mais c'est comment est-ce que j'utilise ça dans le couple. De ce moment où je suis super activée, c'est où dans mon corps, qu'est-ce que ça me donne comme message. Et juste, voilà, juste j'observe et je me rends compte qu'en fait, ça évolue dans mon corps, que cette douleur-là, elle n'est pas indélébile, elle évolue. Et rien que ça me donne le signe de, ah bah tiens, en fait, ça va être pareil dans ma relation. La douleur, si je l'observe juste avec curiosité et neutralité, sans essayer de la contrôler, sans essayer de la supprimer, sans me battre et me débattre avec, elle passe toute seule. Et d'appliquer cette vérité-là que tu peux saisir dans ta propre expérience intime corporelle à ton couple et te dire bah, dans la relation c'est pareil. Si j'arrête de me battre et de me débattre avec ce qui est douloureux, ça va passer tout seul. Et c'est quelque chose à vivre. Hein. Il n'y a que en le vivant que ça fait sens. Mais c'est vraiment voilà, de se mettre en mode accueil. Accueil de ce qui est là. Et c'est là où ça rejoint le tantra aussi et la non-dualité. Tu vois, cette idée dans le tantra qu'il n'y a pas de bien et de mal, que on est là pour être en amour avec tout ce qui est, avec toute la vie,
Et on n'est pas là pour choisir, ah ben non, ça, ce bout de vie-là, je le veux bien et celui-là, je le veux pas. Tu vois, donc c'est aussi cette philosophie-là qui peut s'appliquer au couple. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ça m'évoque pas mal. Bah, évidemment, l'outil que tu cites, c'est quelque chose qu'on utilise déjà, enfin qu'on utilise beaucoup en coaching aussi, hein, dès qu'il y a une émotion, une pensée qui se pointe, c'est ok, comment c'est dans le corps, et de se poser en observation. Et c'est cette phrase que je répète beaucoup, mes coachés souriront en écoutant ce podcast, c'est le j'accueille et j'observe. Et j'accueille avec non-jugement et bienveillance, et limite même avec gratitude. Ça me fout le ventre en vrac, ça me fait monter les larmes, ça me prend la tête, mais ok, je m'assois avec. Et ça rejoint ce que tu disais au début sur le truc contre-intuitif, parce qu'effectivement, quand t'as un loup-garou qui se pointe à l'intérieur de toi, t'as pas forcément envie de lui faire des câlins, alors que potentiellement c'est justement ça qu'il faut faire, parce que le loup il a justement envie de câlins et de soins. Et ça me fait d'ailleurs penser à ce qu'on voit aussi dans, comment on appelle ça déjà, l'IFS, l'Internal Family System. Donc c'est comment tu fais revivre les archétypes parentaux à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est un lien que toi tu fais sur comment, genre ton toi adulte viendra accueillir ton toi enfant par exemple? Absolument. Ouais, alors ça c'est l'étape d'après. Une fois que tu as juste été dans l'accueil, et j'adore ton image de faire un câlin au loup-garou, c'est exactement ça. Moi j'ai des anxiétés que je transforme en petite souris et puis je caresse la petite souris, tu vois. C'est vraiment cette idée-là. Et après, oui, il y a des techniques plus précises sur comment est-ce que tu te connectes avec la part puissante en toi, la part adulte, la part qui est ancrée spirituellement, qui a confiance, etc. Comment tu amènes cette part-là à rencontrer la part blessée, qui est souvent représentée par l'enfant intérieur, mais tu peux voir plein d'autres choses. Et comment tu te fais un câlin à l'intérieur, et comment est-ce que tu... C'est une façon de montrer à tes gardiens aussi, parce qu'il y a l'enfant intérieur, puis il y a les gardiens aussi qui sont là pour te protéger, pour que tu répètes pas des traumas. De leur dire, bah, en fait, tout va bien, je suis capable de gérer ça, et on va s'en sortir. Et c'est aussi un espèce d'engagement dans ces moments-là, quand on joue avec ces outils-là, c'est aussi s'engager à être dans l'adulte, et à pas se laisser embarquer par l'enfant en soi, qu'elle doit d'être là et qu'elle a besoin d'être aimée, mais qui ne doit pas être aux commandes. Et ça, c'est vraiment une clé. Quand tu parles de ce système, de Internal Family System, c'est l'idée qu'on a toutes ces parts à l'intérieur de nous, et qui tient le volant. Et c'est d'être très clair sur ça, sur qui tient le volant, parce que quand tu laisses tes enfants intérieurs et tes blessures intérieures tenir le volant, tu mets l'autre en position d'être l'adulte pour toi, d'être celui qui sait. Et moi, alors, en plus, avec l'image que moi, en tout cas, j'avais du masculin, il était clair et net pour moi que l'homme n'avait pas de fragilité, hein, que j'avais le monopole de la fragilité et de la douleur. Quand tu es dans cette dynamique-là, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut absolument pas fonctionner. C'est pas juste pour l'autre, c'est pas juste pour soi. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. C'est d'être capable de s'auto-soutenir pour pas demander à l'autre de le faire pour soi. Ce que tu dis au niveau de justement de ce monopole de la souffrance, de ce monopole de la douleur, c'est aussi pas mal des injonctions qu'on a reçues de la société patriarcale de comment l'homme doit être le grand protecteur, le roc paternaliste qui est là en toutes circonstances et qui soutient sa pauvre petite princesse en détresse, éplorée, ah mon Dieu au secours, voilà, on a bien les clichés de la jeune fille en fleurs qui tombe dans les vapes, tout ça. Et je trouve justement que cette notion-là de devenir l'adulte bienveillant pour soi, je suis d'accord. Je trouve ça cool. Et en même temps, je trouve qu'il y a un petit écueil de l'autre côté de la barrière, ce qui fait que quand tu as fait ton travail d'autonomie affective, de devenir indépendant émotionnellement, etc., en disant ok, donc je vais plus dépendre d'un mec, ok, je vais me débrouiller toute seule, ok, je vais être ma propre mère, mon propre frère, ma propre adulte, mon propre amant intérieur. On pense à voilà, ces trucs ces mouvements de développement personnel sur c'est décidé, je m'épouse, etc. Sauf qu'après, quand il est question de se mettre en relation ou que tu abordes la question du couple ou de la relation amoureuse tout simplement, c'est mais donc là en fait la prochaine personne que je rencontre,
Il faut que le temps que je passe avec cette personne soit aussi bien, voire mieux, que le temps que je passe toute seule avec moi. Ça complique pas mal la donne quand même, du coup. Donc comment on fait à ce moment-là? Parce Euh, que genre... Absolument. Oui, et, ben, et ça, voilà, j'ai un peu, c'est les deux grands cas que j'ai avec les femmes que j'accompagne. Il y a les femmes qui sont au stade où elles doivent développer cette sécurité intérieure et elles sont à l'étape de l'individuation et de comment est-ce que je me sors du besoin de reconnaissance et de validation par le masculin, comment est-ce que je deviens ma propre référence interne, comment est-ce que voilà, je m'autonomise. Donc ça c'est une étape qui est indispensable. Et effectivement, j'ai aussi beaucoup de femmes qui ont fait cette étape euh, et, et qui se posent la question de voilà, comment est-ce que je reviens à l'autre et comment est-ce que je passe en mode collaboration avec l'autre, comment est-ce que je refais alliance. Et il y a une question de timing, tout simplement. Parfois, c'est juste une question de est-ce que c'est le bon moment pour moi de me mettre en couple? Est-ce que j'ai encore besoin d'être seule pour un petit moment? Je sais que j'ai eu besoin d'être seule un certain temps avant d'avoir vraiment envie. Donc c'est juste être OK avec ça. Peut-être que c'est juste pas le moment. Il y a pour revenir à la question des intentions et de la vision, s'autoriser peut-être à inventer une relation où on vit pas forcément ensemble, où voilà, où les conversations sur le polyamour, tout ça. Enfin, du coup, voilà, comment est-ce que, avec ce besoin d'indépendance et cet amour que j'ai pour moi, comment est-ce que je vis la vie que j'ai envie de mener à partir de ça? Et s'il y a vraiment un désir de couple, ce qui n'est pas une obligation, mais s'il y a vraiment un désir de couple, c'est prendre, donc ce qui veut dire généralement qu'il y a une rencontre et qu'il y a un prospect. Ah, celui-là, ça vaut peut-être le coup d'y aller. C'est comment est-ce que tu vas construire ta relation en conscience, comment est-ce que tu vas intégrer les outils dont tu t'es équipé dans cette relation-là en particulier, euh, en normalisant les déceptions, en, en étant explicite aussi sur ce que tu fais avec ton partenaire, en disant, bah voilà, je suis en travail sur comment est-ce que je refais alliance avec l'homme, avec le masculin. Voilà, donc il y aura peut-être des ratés, il y a des trucs que j'aurais envie d'expérimenter avec toi. Euh, voilà, d'être en... Et c'est comme ça que tu commences l'alliance, en fait, avec le partenaire. C'est en étant ouverte et explicite sur ce projet, d'être en travail dans et avec ta relation. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un exemple concret, notamment là, comment ça s'est passé par exemple quand tu as rencontré ton conjoint au début, justement, comment t'es passé de cette phase de non, non, mais en fait là je vis ma vie, c'est mort, à ok, vas-y, Mmh. je fais de la place à l'autre dans ma vie. Yes, et c'était d'autant plus intéressant que euh, c'est le premier homme à qui j'ai dit non. Tu vois, pour revenir sur cette question de timing, quand on s'est rencontrés en Thaïlande il y a 5 ans, j'avais justement décidé de tout quitter pour aller comprendre les relations amoureuses et je me suis vue retomber dans le même schéma de d'obsession totale et de comment est-ce que je peux passer plus de temps avec lui et de ah mon Dieu, je l'ai pas vu aujourd'hui, c'est terrible. Enfin, je dis Laura, mais ça va pas ou quoi? Non, stop, t'arrêtes. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de reprendre les distances parce que c'était pas le moment. Donc d'accepter que voilà, il y a une phase où c'était pas le moment pour moi de me mettre en couple. Alors après, je me suis mis avec d'autres, j'ai eu d'autres aventures, d'autres histoires, etc. Il est venu me voir à Paris et j'ai redit non à ce moment-là. Donc c'est vraiment se dire qu'il est possible de se marier avec quelqu'un à qui t'as dit non 2 fois, tu vois, tout est possible. Et ce qui est important dans cette histoire, c'est comment est-ce que tu écoutes et respectes ton rythme et comment est-ce que tu es prête à prendre des risques parce que la raison pour laquelle je lui ai dit non la deuxième fois, c'est que j'étais dans une autre relation où il était très clair que j'allais apprendre des choses. Et effectivement, j'ai appris des choses dans cette autre relation qui m'ont permis de tenir le coup quand j'ai vraiment commencé ma relation avec James, où on s'est vraiment mis ensemble, où j'étais en résistance notamment à son besoin de transparence, il voulait que je communique plus avec lui, et moi j'avais pris mes habitudes de célibataire qui fait ce qu'elle veut quand elle veut. Euh, euh, et en plus je faisais des massages tantriques, etc. Donc c'était pas forcément évident de dévoiler tout ce que je faisais à mon mec. Euh,
J'ai failli craquer. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ce qui voulait me faire sortir de la relation, c'était des résistances. Et notamment des résistances à un comportement humain qui en fait était meilleur que celui que j'avais aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là. Euh, et que oui, j'avais envie d'être une femme qui est capable d'être transparente avec son homme. Et que là, tout de suite, c'était compliqué et que ça venait réveiller plein de choses et une impression que l'autre essayait de me contrôler, de s'infiltrer en moi et je voulais pas être l'esclave de l'autre. Mais j'ai observé tout ça, j'ai accueilli tout ça, toutes les parts en moi qui se révoltaient. J'ai dit, ah ok, donc toi tu viens de là, toi tu viens de là. Oui, ok, je comprends. Je comprends ce que tu viens me dire, je comprends ta peur, donc le dialogue que j'avais avec ces parts intérieures. Mais la décision que je fais moi, euh, là tout de suite, c'est de grandir dans cette capacité à communiquer avec l'autre et à laisser l'autre entrer dans ma vie. Et en fait, je me suis pas dit à ce moment-là, ok, j'accepte que ce soit l'homme de ma vie et je vais me marier avec. C'était juste le problème qui était là devant moi, qui était d'accepter sa demande de plus de transparence et de communication. C'était juste ça. Et ça s'est fait petit à petit. Et l'étape d'après, c'était d'accepter d'aller le voir aux États-Unis et de passer 3 semaines avec lui. Et ça s'est super bien passé. Et l'étape d'après, c'était... Et tu vois, c'est vraiment étape par étape. Et je pense qu'une des choses qui nous bloque dans cette idée de trouver le bon, comment est-ce que je décide de me mettre en couple avec lui et pas un autre, c'est qu'on en fait une cette énorme décision vitale, tu vois. Et genre, je m'engage jusqu'à la fin de mes jours. Et non, c'est de revenir au tout petit qui est là tout de suite, qui est le est-ce que je veux le voir demain? Est-ce que, euh, est-ce que j'ai envie qu'on emménage ensemble? Donc c'est de prendre les micro-décisions, c'est de revenir aux micro-décisions, parce que celles-là, elles sont gérables. Si tu regardes l'énorme décision de t'engager avec quelqu'un pour la vie, forcément c'est flippant. Et même dans le mariage, on était très clair l'un comme l'autre qu'on ne sait pas si on va finir notre vie ensemble. On s'est mariés parce que c'était la décision qui nous semblait évidente dans le moment, mais on est tous les deux ouverts au fait que voilà, c'est peut-être pas le dernier homme de ma vie. Et c'est ok. Et voilà, c'est trouver cet apaisement dans la non-radicalisation des décisions. Hmm. Est-ce que je sais pas si si ça fait Si, sens. carrément, parce que c'est vrai que je sens notamment dans les relations et notamment alors dans les relations polyamoureuses notamment, mais pas que, hein, c'est justement au début et quand tu sors, enfin quand tu commences à redescendre un peu de la phase du début, de la passion, de la folie, de c'est l'homme parfait, etc. Et justement, soit la résistance à la relation de couple parce que tu te vois tomber dans un truc fusionnel et tu as envie de t'en retirer, mais quand bien même tu arrives à arriver jusqu'au ce moment où il y a des compromis à faire, ou des réflexions, et que tu sens de la résistance, c'est aussi ce truc de se dire attends, mais là, si je passe là-dessus, ça veut dire que c'est parce que c'est l'homme de ma vie et qu'on va rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours, blablabla, et ça crée à ce moment-là un espèce de poids. Et il y a vraiment ce truc de si je fais un effort ou si je fais un pas dans ce sens-là, ça veut dire qu'une montagne entière. Et là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est non, si je fais ce pas-là, euh, et quelque part, c'est presque, enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'est presque, je le fais pas pour le couple, je le fais pas pour lui, je le fais pas pour moi, enfin si, je le fais pour moi, mais je le fais pour grandir en fait. Donc c'est là où j'entends aussi la résonance avec ce que tu disais au début de remplacer les injonctions sociales par plus un ancrage spirituel, de se dire je le fais pour grandir, dans une vocation et dans une idée de je suis un humain et je suis là pour grandir en fait. Exactement. Et, euh, et un des grands tournants pour moi, c'était de trouver cet axe vertical qui est l'axe de l'ancrage spirituel, où mon centre, c'est d'être en lien avec le divin, ce qui peut sembler très vague, mais que j'associe à la notion de service et de me mettre au service de l'humanité. Et quand je suis au service de l'humanité, je peux plus être au service d'un homme en particulier. Et du coup, je peux plus perdre mon centre avec un homme. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper rassurant et d'hyper puissant. Et donc pour garder cet axe-là, c'est effectivement prendre mes décisions, pas en fonction du résultat gratifiant pour mon ego, qui est d'avoir telle ou telle relation, mais de qu'est-ce
qu'est-ce que je conçois de l'évolution de l'humanité, qu'est-ce que je conçois de ce que c'est qu'une humanité qui est meilleure, et comment est-ce que je contribue à ça avec la décision que je prends là aujourd'hui. Et du coup, tu prends tes décisions différemment et tu les épouses différemment aussi. Parce que moi, je suis une reine du second guessing, tu vois, donc de douter de mes décisions, etc. Mais quand je prends ces décisions avec cette intention-là, avec cette boussole-là, je les remets pas en question. C'est un peu ce que j'entends, c'est le que ferait l'amour, quoi. C'est plutôt que d'être dans les Exactement. peurs, d'être se dire, ok, imaginons que ma toute petite action microscopique à mon petit niveau d'humain avait des rayonnances et des répercussions à l'échelle de l'humanité et du cosmos. Qu'est-ce que je choisirais de faire, quoi. Après, dans ce que tu me dis, je trouve ça très cool et ça résonne et j'entends bien hein, le propos. Après, dans les faits, cette histoire de résistance, j'entends bien hein, l'idée que derrière la résistance, il y a une opportunité de croissance, une opportunité de grandir, une opportunité de guérir, etc. Et de rentrer dans ce langage interne. Mais je trouve qu'il y a aussi plein de fois où on est en résistance parce que c'est pas bon ou parce que c'est pas aligné et que c'est pour ça qu'on résiste et que justement parfois on essaye de suivre un moule ou on essaye de suivre des injonctions et on se sent en résistance parce que c'est pas bon. Alors comment faire la différence entre la résistance parce que c'est effectivement pas bon et pas aligné pour toi et la résistance de tu veux pas y aller parce que c'est ton ego qui te maintient dans ton statu quo parce que en fait on peut continuer à faire comme on a toujours fait d'habitude parce que pourquoi se faire chier quoi. Comment tu fais la différence entre les deux tu vois. C'est une excellente question et je sens que d'avoir continué à y réfléchir après notre conversation, parce que ça pose aussi la question de comment est-ce que tu écoutes tes tripes. Est-ce que tu peux faire confiance à tes tripes? Ce qui est une vraie question pour les femmes qui sont dans cet éveil de leur féminin et du retour à l'intuition. Et toute cette question de comment est-ce que je deviens ma référence interne. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je m'écoute et notamment comment est-ce que j'écoute les messages de mon corps. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ton corps te donne des messages qui vont t'aider à te poser des questions, mais qui vont pas forcément te donner les réponses. Et que si tu prêtes vraiment attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu es en résistance, il y a plein de voix qui parlent en même temps. Et moi, j'ai eu une phase où mon process, c'était de nommer ces voix, de leur donner la parole, et on en revient à cette idée de qui prend la décision au final. Tu vois, c'est que oui, t'écoutes tes voix, donc oui, t'écoutes ta résistance, mais tu appliques ton discernement pour donner la priorité à telle ou telle voix. Et l'autre chose que j'ai remarqué aussi à la fois pour moi et pour toutes les femmes que j'accompagne, c'est que tant que la décision de partir est difficile à prendre, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre dans la friction de cette relation en particulier. Et donc c'est généralement ce que je recommande et c'est dans ces moments-là que j'accompagne particulièrement les femmes qui sont dans cette situation de je sais pas si je dois partir, si je dois rester, je sais pas si c'est lui le problème ou si c'est moi. Est-ce qu'il faut que je continue à faire des efforts ou est-ce que là ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on se pose encore ces questions-là, il y a des choses à gagner encore dans la relation et que le moment où on a vraiment appris toutes les leçons à apprendre dans cette relation, il y a une évidence qui se crée. Ça devient clair et tout d'un coup, non, là, ça y est, c'est bon. Là, je pars. Après, je précise quand même pour les gens qui nous écoutent que bien sûr, ça c'est dans les limites d'une relation qui ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la personne. Parce que effectivement, si jamais la personne se fait battre voilà, tous les 4 matins, bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Alors oui, on est clairement dans le cadre de relations où il n'y a pas de violence. Avec évidemment cette fine ligne sur la violence psychologique, avec tous ces problèmes de manipulation et c'est difficile à dire à partir de quel moment tu es vraiment en train d'être victime, à partir de quel moment tu es vraiment une victime, parce qu'il y a vraiment des vraies victimes, et à quel moment tu te poses toi-même en victime alors qu'en fait t'en es pas une. Et c'est une crête très fine
Il n'y a pas de réponse universelle, c'est vraiment du cas par cas. Euh, et je crois que voilà, c'est la sélection de ce que tu as posé de l'intégrité et de comment il y a un moment où tu sens que tu perds cette intégrité, qu'elle soit physique ou psychologique. Moi, il y a un moment où je me suis vue dans une relation juste avant James, qui est mon mari, où je me suis vue perdre confiance en moi et me dénaturer à un point où tout le monde autour de moi me disait mais Laura, voilà. Donc il y a des signaux à écouter. Euh, et ça fait partie du dialogue intérieur d'ailleurs, de toutes les voix. Il y a un moment où j'ai arrêté d'écouter la voix qui me disait de continuer malgré la douleur et la, et la souffrance. Ça en revient vraiment à ce qu'on disait sur l'idée de réussir à s'écouter et à revenir à soi et à revenir à comment en fait comment j'apprends à me connaître en fait, comment j'apprends Voilà. à identifier les voix en moi et notamment à me faire confiance. Et là je trouve que c'est là où ça recoupe vraiment bien avec ce que tu disais sur la différence entre le comment dire la zone de confort, le côté bah non j'ai pas envie d'y aller parce que c'est plus confort de rester là où je suis, et que ferait l'amour. Mais quand on dit que ferait l'amour, c'est pas juste une phrase de hippie comme ça, c'est aussi par exemple dans le cas d'une relation qui pourrait être abusive, c'est que ferait l'amour et que ferait l'amour pour moi si j'étais ma meilleure amie et que je me voyais dans cette situation d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que je ferais par exemple. Ça peut donner des clés quoi. Exactement. Exactement. C'est la question effectivement de l'amour et du respect pour soi et pour l'autre. Et c'est comment est-ce que tu marches sur ces deux jambes-là. Et c'est ça qui permet des ruptures vraiment en douceur. C'est quand tu es dans cette écoute-là de voilà, qu'est-ce que ferait l'amour pour moi et qu'est-ce que ferait l'amour pour l'autre. Et généralement, quand tu te poses la question comme ça, tu te rends compte que la rupture, elle est nécessaire pour l'autre aussi. Et que c'est ça qui est juste. Euh, donc ça reste une question extrêmement valable, mais de pas effectivement oublier que c'est l'amour pour soi aussi. Et que même ça commence par ça. Et que même dans cette construction de l'alliance avec l'autre, il faut se choisir soi en premier. Et c'est comme ça qu'on rend service à l'autre. Alors, du coup, vu qu'on en est à parler de l'amour avec un grand A, euh, on va pouvoir aborder la question de fin, la fameuse question piège. Si tu devais décrire le sentiment amoureux, ça te donnerait quoi? Alors, j'ai une réponse d'intello Vas-y, à fais-nous, cette question. fais-nous rêver. Mais non, mais je me suis vraiment posé la question. Il y a un jour où je me suis rendu compte que j'avais été amoureuse, entre guillemets, depuis la maternelle. C'est vraiment comme ça que je me concevais. Et à quasiment 30 ans, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce qu'était l'amour. Que je m'étais plantée tout le long et que j'avais confondu l'amour avec le désir et l'attachement. Et du coup, quand j'ai étudié d'autres façons, d'autres perspectives sur l'amour, quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui fait vraiment sens pour moi, c'est de distinguer trois formes. L'amour étant cette énergie qui relie. Et quand cette énergie qui relie se manifeste dans le premier centre énergétique, c'est Eros. Euh, c'est l'attraction, c'est le désir, et c'est tout cet amour qui donne du plaisir. C'est le plaisir à être ensemble, le jeu, etc. C'est toujours par là qu'on commence une relation, enfin presque toujours. Et c'est parfois là où la relation s'arrête aussi. Si tu montes d'un degré, que tu passes dans le deuxième centre énergétique qui est celui du cœur, l'amour, donc cette énergie qui relie, se transforme en compassion, en philia, et tout ce qui est autour de la paix dans la relation, comment est-ce que l'autre m'aide à me sentir en paix dans ma vie, comment est-ce qu'on reste en paix ensemble, comment est-ce qu'on se comprend l'un l'autre, se soutient l'un l'autre, comment est-ce qu'on prend soin de l'un de l'autre. Euh, et il y a beaucoup de relations qui sont dans cet espace-là et qui s'ennuient un petit peu dans cet espace-là, parce que c'est presque l'espace de la relation amicale. Et ensuite,
tu montes encore d'un degré pour arriver dans le troisième centre énergétique, qui est aussi le centre spirituel, et où tu rentres dans l'amour agapé, donc j'appelle aussi amour-dévotion, où en fait là c'est l'amour du grand tout. Et c'est pas forcément que tu es dévoué à l'autre, mais que c'est qu'ensemble on se dévoue à une même cause, à des projets, à des valeurs qui contribuent à l'humanité dont on fait partie. Et généralement quand tu es ancré dans cet amour-là, dans ton couple, et que tu as aussi l'étage philia, compassion, et que tu arrives à maintenir Eros, là t'es bien, là t'es bon. Ce qui n'est pas évident, mais d'avoir cette grille de lecture de ces 3 étages de l'amour, et qu'il est important de cultiver les 3, et qu'il y a des outils pour les 3, ça a complètement changé ma vie, et ça m'aide encore aujourd'hui à entretenir le sentiment amoureux dans le couple sous ces 3 formes-là. Merci beaucoup pour cette vision. Je pense que c'est hyper éclairant aussi pour comprendre aussi un peu les strates d'évolution dans les cycles, et du coup aussi comment les cycles se recoupent. Absolument. Et j'avais envie de relever une phrase que tu m'avais partagée qui moi m'a fait vraiment un effet waouh, c'est les couples qui marchent ne sont pas les couples qui n'ont pas de problème, mais sont les couples qui savent les traverser. Yes, ouais, exactement. Exactement. Et rien que ça, quand tu pars sur cette base-là, c'est là où tu acceptes la déception, et c'est là où tu avances. Voilà, c'est là où les obstacles ne deviennent plus une raison de faire demi-tour, mais presque une réjouissance de tiens, comment est-ce que je vais grimper dessus, en dessous, à travers. Et ça devient une opportunité de se réjouir, et de grandir, et de construire, et d'approfondir. Chaque fois qu'on a une tension avec mon mari, on s'aime encore plus fort derrière. Waouh, super. Merci beaucoup Laura pour tout cet échange. Je pense que là, chacune en a pris pour son grade d'infos à digérer et à processer. Je mets toutes tes informations bien évidemment dans les petites notes de YouTube pour que les gens puissent te retrouver. Et bien évidemment, tu proposes des coachings à distance, des coachings collectifs. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire 2 mots Oui, je fais du one-on-one via des sessions via Zoom. Je crée un programme personnalisé selon la situation. J'adore faire du sur-mesure. Il y a tellement de situations différentes que voilà, j'adore ça. Donc pour équiper les femmes, pour qu'elles puissent elles-mêmes guérir à travers la relation, je pense que je vais faire un programme de groupe dans pas longtemps. Et une autre façon de me voir en français, il faudrait que je te passe le lien pour ça aussi. Je vais donner des cours sur la sexualité sacrée au mois de juillet dans un groupe qui s'appelle l'École des sorcières. Voilà. Tout est en évolution constante, donc le mieux c'est d'aller jeter un coup d'œil sur mes sites ou sur Facebook de temps en temps. Super. Merci beaucoup Laura. À bientôt. Merci à toi. Merci. Salut. Voilà les chatons, c'était le 3e épisode de Parlez-moi d'amour. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la suite. Il y aura des artistes, des intellectuels, des gens comme vous et moi pour parler d'amour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne YouTube et m'envoyer vos remarques par mail. D'ici là, je vous envoie du doux sur vous. Ciao!